Le 3 août 2012, la disparition de Tia a été signalée alors qu'elle se trouvait chez sa grand-mère. La dernière personne vue sur les images de vidéosurveillance ce jour-là était Tia faisant des courses avec Stuart Hazel, le compagnon de sa grand-mère. Sa disparition a bouleversé la communauté et des dizaines de policiers et de citoyens se sont joints aux recherches. Après 8 jours de recherche, la police a retrouvé le corps de Tia dans le grenier de la maison de sa grand-mère, là où elle avait disparu. Le corps était enveloppé dans un sac et la police l'a identifié comme étant celui de Tia Sharp. Il s'agit de l'une des affaires les plus atroces en Angleterre, où un auteur a abusé de la confiance de sa famille pour dissimuler un crime, au sein même de ce qui semblait être le foyer le plus sûr. Revenons sur l'histoire de Tia Sharp. Tia Christine Sharp est née le 30 juin 2000 de Stephen Carter et Natalie Sharp. Ses parents se sont séparés alors qu'elle était très jeune, mais la famille est restée proche et a continué à vivre à Croydon, dans le sud de Londres. Tia entretenait un lien particulier avec sa grand-mère, Christine. Toutes les trois Tia, Natalie et Christine, n'étaient pas seulement une famille. Elles constituaient un véritable système de soutien mutuel. Christine a déclaré que, parfois, Tia l'appelait même « maman ». Et pour elle, c'était simplement une manière naturelle d'exprimer leur affection. Même après la séparation, Tia continuait à rendre visite à son père pendant les vacances scolaires, jusqu'à ce que la relation entre Stephen et Natalie devienne tendue. À son entrée au collège, Tia était décrite comme confiante, joyeuse et n'ayant pas peur d'exprimer son opinion. Nathalie a indiqué que sa fille était forte, parfois même la personne la plus bruyante de la pièce, mais d'une manière douce et affirmée. En 2002, alors qu'elle travaillait comme barmaid à Rance Park, dans le sud-ouest de Londres, Christine a rencontré un homme nommé Stuart Hazel, d'environ 10 ans son cadet. En 2007, ils ont commencé une relation et Hazel a emménagé chez elle, à New Addington. Auparavant, Nathalie avait entretenu une brève relation avec Hazel, ce qui rendait la dynamique familiale quelque peu complexe. Au début, Hazel semblait bien s'entendre avec les enfants. Tia et ses deux frères cadets l'appelaient même grand-père, le considérant comme un membre de la famille. Bien que Tia réussisse à l'école et soit appréciée de ses enseignants, son assiduité demeurait une source d'inquiétude constante. En 2008, les services sociaux ont consigné des préoccupations concernant l'usage de substances nocives par Nathalie et son partenaire de l'époque, ce qui a conduit au placement de la famille sous surveillance. Le rapport initial a conclu que Tia ne faisait pas l'objet de négligence ni de mauvais traitements, mais que le foyer présentait une certaine instabilité. Après une période d'examen, en novembre 2011, les travailleurs sociaux ont estimé qu'aucune évaluation supplémentaire n'était nécessaire et ont recommandé que l'école continue de surveiller attentivement la situation de Tia et de signaler tout changement préoccupant. Tia passait souvent la nuit au domicile de Christine et Stuart. Et même lorsque Christine travaillait de nuit, Tia restait sur place avec Stuart dans le cadre d'une routine familiale habituelle. En juin 2012, lors d'une célébration d'anniversaire avec sa mère et sa grand-mère, Tia a été autorisée à choisir un adulte avec qui passer la journée et elle a choisi Stuart. Cela illustrait le niveau de confiance et de proximité qu'elle éprouvait alors à son égard. Au début du mois d'août 2012, Tia a envoyé un message à sa grand-mère et à Stuart pour leur demander si elle pouvait rester quelques jours. Et Nathalie n'en a pas été informée immédiatement. Stuart a fait savoir à Nathalie que Tia était la bienvenue à la maison, même si Christine serait au travail et absente du domicile. Tia était enthousiaste. Elle a serré sa mère dans ses bras et s'est rapidement rendue à New Addington, le jeudi 2 août. Stuart est allé la chercher vers 16h50 à sa descente du tramway. Des caméras de surveillance les ont filmés en train de faire des achats dans le secteur de New Addington. Ce soir-là, Christine a appelé pour prendre des nouvelles et Stuart lui a indiqué que tout allait bien. Ils jouaient simplement à la PlayStation ensemble. Le vendredi matin 3 août, Christine est rentrée de son service. Stuart lui a déclaré que Tia s'était rendue à Croydon pour acheter des chaussures dans un centre commercial situé à environ 8 km. Cependant, à 18h, Tia n'était toujours pas revenue. Christine a appelé Nathalie.
Et aucune d'elles n'a pu joindre Tia ni par message, ni via Facebook. Elles ont parcouru le secteur en voiture à sa recherche, pensant peut-être à un retard de circulation ou à un arrêt imprévu sans les en informer. Mais à 22 heures, il n'y avait toujours aucun signe d'elle. Finalement, Christine, Stuart et Nathalie se sont rendus au commissariat pour signaler la disparition de Tia. Stuart a déclaré aux enquêteurs qu'il avait vu Tia pour la dernière fois vers midi, juste avant qu'elle se rende à Croydon pour faire des achats. Un voisin a également contacté les autorités, affirmant avoir vu Tia quitter la maison. La police a procédé à une fouille complète du domicile où Tia séjournait avec sa grand-mère et Stuart. Mais aucune trace d'elle n'a été découverte. Comme il était établi qu'elle ne se trouvait plus à l'intérieur, les recherches ont été étendues à New Addington et aux environs. L'annonce de la disparition d'une fillette de 12 ans s'est rapidement propagée. Les médias ont commencé à couvrir l'affaire en continu. Et la photographie de Tia a été diffusée dans les journaux télévisés du soir. Dans plusieurs séquences, Stuart Hazel a été vu participant au groupe de recherche, distribuant des tracts et s'adressant aux habitants du quartier. La police a indiqué que Tia n'avait emporté qu'une petite somme d'argent, ne disposait pas de carte de transport et n'avait pas de téléphone portable, des éléments considérés comme inhabituels pour elle. Le commandant d'arrondissement Neil Bazou a souligné qu'il s'agissait toujours d'une enquête pour disparition et qu'aucun suspect officiel n'avait été désigné. Il a également confirmé que des ressources initialement affectées aux missions liées aux Jeux Olympiques avaient été redéployées afin de soutenir les recherches de Tia. La famille était dévastée. Nathalie a déclaré à un média local « Nous sommes tous bouleversés. Nous pensons qu'elle a peut-être été emmenée. Mais nous ne savons rien avec certitude. Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé. Je voudrais que Dieu me dise quelque chose. Ma petite fille a franchi la porte et ensuite, elle a disparu. Le 7 août, la police a tenu une conférence de presse officielle. L'enquêteur principal, le DCI Nick Scolar, s'est présenté devant les médias et a communiqué une description détaillée de la disparition de Tia, y compris les vêtements qu'elle portait pour la dernière fois, ainsi que des éléments d'identification jugés essentiels pour faciliter les recherches. L'oncle de Tia, David Sharp, a également pris la parole lors de la conférence de presse. Il a lancé un appel émouvant demandant à Tia de rentrer chez elle et a exhorté toute personne disposant d'informations à contacter immédiatement la police.
La police a reçu 55 signalements de personnes affirmant avoir aperçu Tia, mais aucun d'entre eux n'a pu être confirmé. En tant que dernier adulte à avoir été avec elle, Stuart Hazel comprenait que l'attention se portait sur lui et qu'il pouvait être considéré comme un suspect potentiel dans l'espoir de laver son nom. Il a pris contact avec ITV. Le 9 août, Hazel est apparu dans une interview menée par le journaliste d'investigation Mark Williams Thomas, au cours de laquelle il a catégoriquement nié toute implication dans la disparition de Tia. Alors que l'interview diffusée par ITV était encore en cours, Christine est rentrée chez elle. Hazel a immédiatement retiré son microphone afin d'interrompre l'entretien et de la réconforter. Avant de reprendre l'interview par la suite, malgré cela, la police ne trouvait toujours aucun signe de Tia. Les autorités ont décidé de procéder à une nouvelle fouille du domicile, cette fois avec des chiens policiers. Mais là encore, aucune découverte n'a été faite. Une semaine après le signalement de la disparition de Tia le vendredi 10 août, soit un jour seulement après l'interview télévisée, Stuart Hazel s'est levé tôt et a quitté la maison. Lorsque Christine s'est réveillée, elle a remarqué une odeur inhabituelle dans le logement, sans pouvoir en déterminer l'origine. La police est arrivée peu après et lui a demandé de quitter les lieux afin de procéder à une nouvelle fouille, plus approfondie. Cet après-midi-là, une 4e et dernière perquisition a été menée au domicile de New Addington. Dans le grenier, les agents ont découvert une trace dissimulée, liée à une personne qui avait été soigneusement cachée. En raison de la température élevée et du temps écoulé, cette trace avait été fortement altérée par les conditions environnementales, rendant impossible toute identification visuelle simple de caractéristiques distinctives. Le député de Croydon, Gavin Barwell, a déclaré « La police n'a pas encore confirmé formellement que la trace liée à une personne est celle de Tia. » Toutefois, cette évolution tragique constituera un coup dévastateur pour sa famille et pour l'ensemble de la communauté de New Addington, pour tous ceux qui ont travaillé sans relâche tout au long de la semaine afin de tenter de la retrouver. Un examen médico-légal a débuté le jour même de la découverte de la trace, le 10 août, mais il a dû être interrompu plus tard dans la soirée. Au 16 août, la procédure n'était toujours pas achevée. Toutefois, lors de l'enquête préliminaire tenue ce jour-là, les autorités ont confirmé que la trace liée à une personne était bien celle de Tia Sharp, sur la base des dossiers dentaires, la trace ayant été fortement altérée avec le temps. L'examen médico-légal a débuté le 10 août, le jour même où la trace liée à une personne a été découverte, mais il a dû être interrompu plus tard dans la soirée. Au 16 août, la procédure n'était toujours pas achevée. Toutefois, lors de l'enquête préliminaire tenue ce jour-là, les autorités ont confirmé que la trace liée à une personne était bien celle de Tia Sharp, sur la base des dossiers dentaires, celle-ci ayant été fortement altérée par le temps et les conditions environnementales. L'examen a ensuite été clos sans qu'il soit possible de déterminer la cause exacte de la disparition de Tia. Les experts ont indiqué que le délai dans la découverte de la trace avait considérablement compliqué l'établissement d'une cause, créant d'importantes difficultés pour la constitution d'un dossier d'accusation. Bien qu'aucune conclusion officielle n'ait été rendue, de nombreux enquêteurs estimaient que Tia aurait pu présenter un trouble respiratoire, une hypothèse largement relayée par les médias, mais jamais confirmée formellement dans le rapport médico-légal. Le commandant d'arrondissement Neil Basu a déclaré que la priorité, à ce stade, était de soutenir la famille endeuillée de Tia et d'éclaircir les circonstances des faits, dès la découverte de la trace liée à une personne. Les enquêteurs se sont immédiatement concentrés sur Stuart Hazel, le compagnon de Christine, qui avait été avec Tia durant ses dernières heures connues.
Toutefois, la police a rapidement constaté que Hazel tentait de quitter la zone. Des images de vidéosurveillance l'ont montré achetant une bouteille d'alcool dans un magasin situé sur Canning Hill Lane, dans le sud de Londres. Les autorités ont diffusé une alerte publique, invitant la population à ne pas l'approcher et à composer le 999 en cas de signalement. Une vaste opération de recherche a été lancée. Grâce à une information fournie par un résident local, Hazel a été arrêté à 8h25 à Cannon Hill Common, à Morden, alors que les agents le plaçaient dans le véhicule de police. Plusieurs personnes présentes à proximité ont manifesté leur indignation. Peu de temps après, la police a confirmé que 2 arrestations supplémentaires avaient été effectuées dans le cadre de l'affaire. La même nuit, à 23h55, Christine a également été arrêtée, soupçonnée d'implication dans les circonstances entourant la disparition de sa petite fille, tandis qu'un voisin a été placé en détention, soupçonné d'avoir aidé une personne faisant l'objet d'une enquête, pendant que Christine était interrogée. Nathalie a dû regarder à la télévision le retrait de la trace liée à une personne depuis le domicile, un moment particulièrement douloureux. D'autant plus qu'il ne lui a pas été permis de la voir en personne en raison de l'altération importante causée par le temps et les conditions environnementales. Peu après la diffusion de l'information, des habitants ont commencé à déposer des fleurs près du garage situé à proximité de la maison de Christine, une zone toujours délimitée par un périmètre de sécurité. Christine a ensuite été libérée sous caution, mais il lui a été interdit d'entrer en contact avec Nathalie ou avec les enfants. La police a rapidement entrepris d'examiner le passé de l'homme que Tia avait autrefois appelé affectueusement « grand-père ». Stuart Hazel a grandi dans un foyer profondément instable. Son père était incarcéré et sa mère exerçait une activité sensible afin de subvenir aux besoins de la famille. Dès son plus jeune âge, Hazel était connu des services sociaux et a finalement été placé dans le système de prise en charge. Sa scolarité a été marquée par l'instabilité. Les dossiers indiquent qu'il s'absentait fréquemment, avait des difficultés de concentration et rencontrait des problèmes de communication. Selon la docteure Kerry Nixon, des experts ont évalué le quotient intellectuel de Hazel comme étant faible, ce qui le rendait plus enclin à des comportements impulsifs et à un contrôle émotionnel limité. Hazel a par la suite déclaré avoir vécu un incident personnel grave vers l'âge de 16 ans. À l'âge adulte, ces éléments ont contribué à un parcours judiciaire complexe, 30 infractions antérieures, allant du vol, de comportements liés à l'usage de substances et de dégradation de biens, à des actes impliquant des comportements discriminatoires et ayant eu des conséquences graves pour autrui. Hazel a été incarcéré à 3 reprises, mais à chaque libération, son existence retombait dans le même schéma destructeur. La dépendance de Hazel à des substances nocives l'a entraîné dans un cycle dangereux. En 2010, il a été arrêté pour port d'un objet susceptible de causer un préjudice et a été condamné à 12 mois d'emprisonnement. Ce que beaucoup de personnes avaient du mal à comprendre, c'était ceci, malgré un passé marqué par de nombreux signaux d'alerte. Christine, sa compagne, le décrivait comme « doux », affirmant qu'il n'avait jamais manifesté de comportement préoccupant au domicile. Elle pensait que son passé difficile appartenait au passé. Cependant, Christine ignorait que la consommation de substances de Hazel était bien plus grave qu'elle ne l'imaginait. Ses pensées négatives et son comportement instable s'étaient intensifiés, révélant une facette plus sombre que la famille n'avait jamais perçue. À mesure que Tia grandissait, aucun membre de la famille ne savait que Stuart Hazel avait commencé à développer à son égard des pensées profondément inappropriées et préoccupantes. Selon Hazel, sa relation avec Tia était déformée, l'empêchant d'assumer ses responsabilités de protection en tant qu'adulte, d'après les éléments de l'enquête. Cette perception erronée a conduit à de graves atteintes à la liberté de Tia, alors qu'elle entrait dans l'adolescence. Hazel a commencé à installer systématiquement des dispositifs pour prendre des images illégalement dans l'espace privé de Tia. Ces agissements constituaient non seulement une violation flagrante de la vie privée, mais aussi une forme croissante de contrôle malveillant. Il profitait notamment des moments où la victime était vulnérable ou se trouvait dans une situation intime pour la surveiller illégalement. L'ensemble de ces éléments révèle un plan prémédité et de longue haleine visant à porter atteinte à sa vie privée. Selon l'enquêteur principal Nick Scolar,
Une séquence montrait Hazel s'approchant d'elle, puis se reculant lorsqu'elle bougeait dans son sommeil, avant de diriger la caméra vers le mur où son propre reflet apparaissait, le montrant debout dans la pièce. Hazel avait retiré la porte de la salle de bain et endommagé le dispositif d'éclairage dans la chambre de Tia des actes que la police considérait comme destiné à créer un angle de vue lui permettant de la surveiller. Il avait également commencé à consulter et à rechercher du contenu réservé aux adultes, y compris des contenus impliquant des mineurs, ce qui est strictement interdit. Selon la psychologue légiste Dree Carey Nixon, Hazel aurait tenté d'imposer à Tia des comportements franchissant des limites. Et lorsqu'elle a résisté et menacé d'en parler à sa mère, il lui aurait causé un préjudice grave dans le but de dissimuler ses actes. Une question fréquemment soulevée était la suivante: pourquoi a-t-il fallu 4 fouilles pour découvrir la trace restante de Tia dans le grenier? Les enquêteurs ont présenté leurs excuses à la famille, qualifiant cela d'erreur humaine. Le commandant d'arrondissement Neil Basu a également présenté des excuses personnelles à la mère de Tia Sharp pour le retard dans la localisation de la trace et a confirmé qu'un examen complet serait lancé afin de garantir que de telles erreurs ne se reproduisent pas. Le 23 août, le commissaire de police Bernard Ogenhow s'est exprimé au sujet des manquements constatés lors des recherches. Il a déclaré « Si nous pensions qu'il s'agissait d'une simple erreur humaine isolée, cela pourrait l'expliquer. Mais nous procédons à un examen parce que nous ne sommes pas satisfaits de cette explication. Nous essayons d'éviter une réaction précipitée. Nous avons besoin de temps pour comprendre ce qui s'est produit et ce qui n'a pas fonctionné. Nous voulons tirer des enseignements de cette affaire précise. Nous avons présenté nos excuses et je réitère aujourd'hui ces excuses à la mère de Tia et à sa famille pour ne pas avoir retrouvé le corps de Tia plus tôt. Après la libération de Christine sous caution, les enquêteurs ont immédiatement recentré leur attention sur Stuart Hazel. What can you tell me about the murder of Tia Sharp, Stuart? Stuart? I've got a minute, you must listen, please. All right. Yeah, that's no problem. It's 1:10. We'll stop the tapes and we'll leave the room and give you a chance to have a chat. Hazel a fourni une déclaration affirmant qu'il n'y avait eu entre lui et Tia que des moments ordinaires et ludiques. Dans ce récit, il a indiqué que Tia avait glissé dans les escaliers, mais qu'elle ne présentait que des signes mineurs d'inconfort et semblait aller bien. Il a ajouté que plus tard dans la nuit, il avait consommé une grande quantité de substances nocives et avait perdu connaissance. À son réveil, selon ses dires, Tia était inerte sur le sol et, pris de panique, il aurait décidé de dissimuler la trace restante d'elle dans le grenier. Hazel a déclaré qu'une fois monté dans le grenier, il avait placé Tia entre les solives, à proximité de l'endroit où le toit et le plancher se rejoignaient, dans un coin sombre de l'espace, puis avait recouvert la zone à l'aide de débris présents à proximité. À proximité de cet emplacement, les agents ont découvert un sac poubelle noir contenant de plus petits sacs en plastique enveloppés, dans lesquels se trouvaient les vêtements que Tia portait la nuit de l'incident, ainsi que ses lunettes cassées. Après examen des éléments de preuve et de ses déclarations, Christine a été totalement blanchie de tout soupçon concernant la disparition de sa petite fille. Le 7 décembre, la Metropolitan Police a annoncé qu'aucune charge ne serait retenue contre elle. Lors d'une fouille antérieure, les agents ont découvert 2 cartes mémoire, dont l'une dissimulée profondément à l'intérieur de l'encadrement d'une porte au rez-de-chaussée. Ces cartes contenaient des données supprimées et non supprimées, y compris des images et des fichiers de nature interdite. La dernière séquence, bien qu'effacée, a été récupérée par les enquêteurs. Elle montrait Tia dans une position inappropriée, révélant que le comportement de Hazel avait dépassé tout ce que la famille avait pu imaginer. L'image récupérée a été présentée à un médecin légiste, qui a estimé que Tia était probablement inerte au moment où elle avait été prise. D'autres photographies figurant sur la carte montraient Hazel posant sans vêtements appropriés, dans des postures similaires à celles observées sur l'image de Tia. La carte contenait également des clichés indiquant que Hazel enregistrait sans autorisation alors que Tia était encore en vie. Aux premières heures du 12 août,
Hazel a été inculpé en lien avec la disparition de la jeune fille qu'il avait autrefois appelée grand-père. Le 13 août, il a comparu devant le tribunal de première instance de Camberwell Green par liaison vidéo. Vêtu d'un t-shirt bleu, Hazel a été vu assis à un bureau, une agente se tenant derrière lui. Il a confirmé son nom, sa date de naissance et son adresse à The Lindens, à New Addington, dans le sud de Londres, le lieu où Tia a été retrouvée sans signe de réaction. Aucun plaidoyer n'a été enregistré et l'affaire a été renvoyée devant la cour criminelle centrale, l'Old Bailey, pour y être jugé. Hazel a été détenu à la prison de Belmarsh, où il a été maintenu à l'écart afin d'assurer sa propre sécurité dans l'attente de la procédure. Durant sa détention, Hazel a écrit une lettre à son père et a continué d'affirmer que tout relevait d'un accident. Il a nié toute intention inappropriée et a indiqué que ce qui l'inquiétait le plus était que son père puisse croire qu'il avait été impliqué dans un comportement interdit impliquant une mineure. Une accusation à laquelle il cherchait à ne pas être associé à tout prix. Tia Sharp a été incinérée le 14 septembre lors d'une cérémonie familiale privée. Le 5 février 2013, l'enquête élargie a conduit à un nouveau développement. Le voisin arrêté, en même temps que Christine, a été formellement inculpé pour avoir fait perdre du temps à la police. Il avait précédemment affirmé avoir vu Tia en vie le jour où elle a connu sa disparition, une déclaration que les enquêteurs ont passé plusieurs jours à vérifier, retardant l'avancement du dossier. Le 28 février, il a comparu devant le tribunal de première instance de Croydon. Dans une salle d'audience calme, l'homme a nié l'accusation et le juge lui a accordé une libération sous caution dans l'attente d'un procès d'une journée fixée au 29 juillet. Toutefois, lors de l'audience tenue le 5 août 2013, le tribunal a estimé que sa déclaration avait conduit les enquêteurs à mobiliser des ressources importantes de manière injustifiée. Il a été reconnu coupable d'avoir fait perdre du temps à la police et condamné à 5 mois d'emprisonnement. Après une enquête longue et difficile, le procès de Stuart Hazel s'est ouvert et il a continué à nier toute responsabilité. Tout au long des audiences, Hazel est resté presque sans expression, ne regardant jamais en direction de la famille de Tia, comme pour se distancier des conséquences. L'atmosphère de la salle d'audience est devenue lourde lorsque les images versées au dossier d'enquête ont été présentées. Lorsque les clichés établis à des fins d'examen dans le cadre de l'enquête sont apparus, le silence s'est installé, la mère de Tia, Nathalie, a fondu en larmes et a dû quitter immédiatement la salle d'audience, submergée par le chagrin. Après 4 jours d'audience marqués par la présentation d'éléments de preuve incontestables, Hazel a été contraint de modifier sa version des faits et de reconnaître la réalité. Tragique et sinistre. C'est ainsi que l'on décrit le ton des débats lors du procès d'un jeune homme de 17 ans accusé du meurtre de 3 membres de la famille Steenkamp. Les ouvriers ont raconté comment l'accusé est arrivé en hurlant à l'aide. Ils ont expliqué au tribunal comment il a fui la ferme et marché vers la ville. La défense a profité de l'occasion pour souligner les divergences dans leurs témoignages, notamment. Même après avoir reconnu sa responsabilité, Hazel a refusé d'expliquer ce qui s'était réellement produit cette nuit-là, ou pourquoi il avait causé la disparition de Tia d'une manière aussi inacceptable. Lors du prononcé de la peine, le juge a souligné ce que chacun ressentait déjà dans la salle d'audience. La confiance que Christine et Nathalie avaient replacée en Hazel avait été totalement trahie. Hazel a été condamné à la réclusion à perpétuité, assortie d'une période minimale de 38 ans avant toute possibilité d'examen en vue d'une libération conditionnelle, ce qui signifie qu'il aurait environ 75 ans avant de pouvoir prétendre à une éventuelle remise en liberté. Le juge Nicole a expliqué qu'il ne pouvait pas prononcer une peine de réclusion à perpétuité incompressible, faute de preuves suffisantes permettant d'établir si le mobile de Hazel impliquait une intention interdite ou une quelconque préméditation. Il a néanmoins déclaré « La mère de Tia vous a confié la garde de sa fille, et vous avez trahi cette confiance de la manière la plus douloureuse. Vous avez enregistré votre plaidoyer le 5e jour et déclaré vouloir épargner à la famille une détresse supplémentaire. Le tribunal en prend acte, mais ils avaient déjà enduré 4 jours d'un procès hautement médiatisé.
L'impact de la disparition de Tia s'est étendu bien au-delà de sa famille. La maison où Christine et Stuart vivaient autrefois, le lieu où la tragédie s'est produite, a été démolie en 2013 afin de permettre à la communauté de tourner une page douloureuse. En juillet de la même année, le père de Tia, Stephen Carter, a publiquement soutenu un renforcement des protections en ligne, exhortant les sites internet à bloquer les termes de recherche à haut risque et à avertir les utilisateurs lorsqu'ils tentèrent d'accéder à des contenus illégaux ou interdits. En novembre, à la suite des affaires de Tia Sharp et de la disparition tragique d'April Jones, de grandes plateformes telles que Google et Bing ont modifié leurs algorithmes afin d'empêcher l'affichage de résultats liés à des images nocives ou interdites, impliquant des enfants, une initiative largement perçue comme une réponse directe à ces affaires. Tia Sharp était confiante, joyeuse et parfois têtue, d'une manière douce propre à l'enfance et à l'adolescence. Elle a été trahie d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Toutefois, ceux qui l'aimaient ont toujours souligné qu'elle devait être rappelée pour son sourire, sa chaleur humaine et l'énergie qu'elle apportait à son entourage, et non pour la tragédie qui lui a coûté la vie. L'histoire de Tia Sharp n'est pas seulement une affaire bouleversante. Elle constitue un rappel sévère des risques profondément préoccupants qui peuvent surgir au sein même des lieux que nous croyons les plus sûrs. Tia était pleine d'énergie, de joie et de cette chaleur que chaque enfant mérite de connaître. Pourtant, sa confiance a été trahie par une personne que la famille considérait autrefois comme l'un des siens. Tout au long de l'enquête, des jours de recherche marqués par l'angoisse jusqu'au moment où la vérité a finalement été révélée, la communauté a constaté à quel point un préjudice grave peut survenir lorsque des signaux d'alerte sont négligés ou minimisés. C'est là l'enseignement le plus difficile de ce documentaire criminel parfois. Le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que nous tolérons, excusons ou accordons trop facilement notre confiance. Cependant, Tia mérite d'être rappelée non pour la tragédie qui lui a coûté la vie, mais pour la lumière qu'elle portait en elle. Chaque fois que l'on évoque la justice, la protection de l'enfance et la responsabilité des adultes au sein de leur communauté, son nom est prononcé avec le respect qui lui est dû. Que cette histoire nous rappelle à tous l'importance de rester vigilant, de prendre la parole et de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit jamais laissé sans protection. Cette vidéo a été réalisée dans un objectif éducatif et afin de sensibiliser le public aux enjeux de la justice et à la responsabilité de protéger les enfants, sans aucune intention de recourir à des éléments sensationnalistes ou à des procédés visant à choquer. Chaque vue, chaque commentaire et chaque action contribuant à diffuser la sensibilisation participe à la protection des enfants les plus vulnérables de nos communautés. Nous vous invitons à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de nous rejoindre lors des prochains épisodes de documentaires criminels où chaque histoire constitue une voix en faveur de la justice pour les enfants, de la protection de l'enfance et d'un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité. Aimez et écoutez.